La Nouvelle-Calédonie s'enfonce dans le chaos. De très nombreux blessés, comme ici, cet homme transporté à la hâte. Des émeutiers qui seraient touchés non pas par des balles de la police, mais par celles de Calédoniens. Aujourd'hui, c'est à leur tour de bloquer les accès routiers. On fait juste que protéger nos maisons de personnes qui mettent le feu partout. On a eu aussi des témoignages de blessés, de personnes qui disent qu'ils ont reçu des balles par véritablement des miliciens blancs circulant dans des pick-up. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres est révolu. Les responsables loyalistes calédoniens avaient l'oreille de l'Élysée et expliquaient « Vous inquiétez pas, les Kanaks, ça va passer, il va rien se passer, ils vont finir par avaler la pilule ». Christian Tin entre dans une salle du tribunal de Nouméa. Une incarcération qui aura lieu à Mulhouse, dans l'est de la France, à près de 17 000 km de là. La première priorité de l'État, c'est de désarmer les gens et d'appliquer une justice qui soit véritablement neutre, impartiale et équitable pour rétablir la balance. Je m'appelle Benoît Trépied, je suis anthropologue, chercheur au CNRS et spécialiste du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie, en particulier des processus de colonisation et de décolonisation. J'ai aussi récemment publié un ouvrage qui s'appelle « Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie » aux éditions Anacarsis. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est la volonté de voter une loi sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales, qui sont les élections qui déterminent le Congrès et le gouvernement du pays. En tout cas, la limitation du corps électoral, en réalité, c'est un héritage de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation progressif qui a encadré le dispositif institutionnel de l'archipel pendant plus de 20 ans. La volonté à la fois du pouvoir et des forces macronistes alliées aux anti-indépendantistes locaux, qu'on appelle les loyalistes, de passer en force sur cette loi de dégel du corps électoral a été perçue comme un casus belli pour de nombreux indépendantistes qui ont donc fait d'abord de longues mobilisations, des barrages, des points de mobilisation. Et au moment où la loi a été votée, en fait, la situation urbaine a dégénéré. À cette mobilisation politique s'est greffée, disons, une colère sociale qui était latente depuis longtemps, qui ne demandait qu'à exploser. Et le cocktail de cette conjonction, de ce soulèvement à la fois politique et social, a semé le chaos dans la ville et donc a entraîné d'abord 14 morts par balle, dont 11 Kanaks, des centaines et des centaines d'habitations, de commerces, d'entreprises détruites, plus de 2 milliards d'euros de dégâts, et une crise économique et sociale sans précédent qui fait que le pays, en un an, a perdu 10 à 15 points de PIB, un emploi sur 5 dans le secteur privé a été détruit, et donc on est là dans une situation sociale, politique et économique absolument catastrophique depuis un an. C'est un dossier qui reste encore extrêmement opaque. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a peu d'éléments probants pour savoir le volume de ces mobilisations, leur forme, etc. Sachant que donc ce qui s'est passé globalement, c'est que lorsque la situation a dégénéré, il y avait pas beaucoup de forces de l'ordre présentes dans le territoire, et donc dans les quartiers à dominante blanche et riche, les habitants affolés ont dressé des barrages sur les routes, craignant que leurs habitations et leurs quartiers soient dévastés par des gens qui mettraient le feu, etc. Donc la ville et l'agglomération de Nouméa s'est couverte de barrages comme ça, dits de voisins vigilants. Mais très rapidement, la question s'est posée de, petit 1, la légalité de ces barrages. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait des armes ou pas sur ces barrages? Et troisièmement, est-ce que les gens qui manipulaient ces armes et qui contrôlaient ces barrages faisaient également, disons, des rondes, jusqu'à quel point ça faisait des petits groupes mobiles ou pas dans la ville. 2 jours après le début de la violence, le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie a parlé spécifiquement dans les médias de milices loyalistes. Les autorités, quelques jours et quelques semaines après, ont fait un rétropédalage en disant c'est pas des milices, c'est uniquement des voisins vigilants. Et c'est vrai que cette expression-là, qui a gagné de l'importance dans le contexte métropolitain, en fait, de voisins vigilants, de cette idée d'une auto-justice en délégation ou en remplacement de l'État qui serait pas présent, c'est un schéma qui a été donc importé et adapté à ce contexte de Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, il y a eu, lors des assassinats qui ont eu lieu dans ces jours fatidiques de mai, il y a notamment 3 ou 4 Kanaks qui ont été tués par des civils, armés, surarmés éventuellement, dont on ignore quels étaient leurs liens ou pas avec ces groupes d'autodéfense. Donc ça reste encore très flou. Néanmoins, ce qu'on a pu constater, et ce qui est extrêmement frappant dans le contexte, dans l'année écoulée, c'est que finalement, ces barrages loyalistes, ces réseaux de voisins vigilants, éventuellement ces milices loyalistes, n'ont pas fait l'objet, pour ainsi dire, de poursuites judiciaires. Contrairement aux barrages indépendantistes, aux mobilisations indépendantistes, on le sait, et avec les responsables des organisations partisanes et avec les simples personnes à la base. On a eu un véritable emballement judiciaire, mais qui s'est déployé presque exclusivement sur les populations kanaks et océaniennes des quartiers populaires. Donc, c'est aussi il y a aussi un point de tension très fort sur la proximité ou non de ces groupes voisins vigilants avec les forces de l'ordre. Il y a eu des travaux de journalistes qui ont des premières enquêtes qui ont notamment montré que dans ces premiers jours décisifs où il n'y avait pas assez de forces de l'ordre sur place, il y a eu beaucoup de dialogue entre les autorités et ces réseaux de voisins vigilants. Donc non seulement ils n'ont pas été poursuivis, disons, mais en outre, il y avait sans doute une forme d'alliance ou de connivence. Donc après, la situation, elle est aussi extrêmement diversifiée en fonction des quartiers, en fonction des configurations locales. Est-ce qu'on est près ou est-ce qu'on est loin des zones de confrontation avec des barrages indépendantistes? Est-ce que c'est uniquement des gens qui ont protégé leurs habitations ou est-ce que c'est des gens qui voulaient, pour le dire vulgairement, tirer du Kanak? On a eu aussi des témoignages de blessés, de personnes qui disent qu'ils ont reçu des balles par véritablement des miliciens blancs circulant dans des pick-up. Donc il y a encore un grand flou sur tout ça. À minima, on peut dire que la justice française n'est pas très pressée de faire la lumière sur ces enjeux-là, contrairement aux mobilisations indépendantistes qui sont extrêmement criminalisées. D'abord, la crise politique, puis la crise insurrectionnelle, elle est liée très directement au fait que l'État, sous l'impulsion du président Macron, puis des ministres successifs de l'Outre-mer, Lecornu et Darmanin, qui étaient à la fois intérieur et Outre-mer, entre 2020 et 2024, ces responsables-là de l'État ont noué une alliance politique très claire et très explicite avec les forces loyalistes les plus radicales de Nouvelle-Calédonie. Ça s'est manifesté à la fois autour du point de basculement qui a été le dernier référendum du processus de l'accord de Nouméa en 2021, pour lequel l'État s'est manifestement engagé du côté loyaliste. Et puis après ce référendum qui a fait pchit parce que les Kanaks l'ont boycotté, donc il a été délégitimé, eh bien la présidente de la province sud, leader des loyalistes, Sonia Backès, elle est rentrée au gouvernement français, secrétaire d'État à la citoyenneté, sous la houlette de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, mais aussi chargé des négociations futures sur la Calédonie, donc dans une situation objective de connivence très proche. Et il est assez clairement établi que si l'État a foncé pour passer en force cette loi qui était la provocation de trop pour les indépendantistes, c'est aussi parce que les responsables loyalistes calédoniens avaient l'oreille de l'Élysée et expliquaient, vous inquiétez pas, les Kanaks, ça va passer, il va rien se passer, ils vont finir par avaler la pilule. Donc c'est d'abord la connivence politique qui fait que le projet de dégel était porté et par Gérald Darmanin et par le député loyaliste, lui aussi très radical, Nicolas Metzdorf. Cette alliance objective a aussi semé les graines de la guerre parce que la paix, à contrario, depuis 30 ans, elle était revenue avec le fait que l'État occupait une position impartiale dans le dossier calédonien. C'est ce que Michel Rocard avait impulsé dès 88 en disant il faut que le gouvernement français reste à équidistance des deux camps et qu'il soit un acteur et un arbitre de la décolonisation. Et là, cette stratégie, elle a vraiment changé à partir de 2021 et c'est ça qui a d'abord abouti en fait à l'explosion. Ensuite, pendant ces jours de mai-juin 2024, la connivence entre ces deux parties, elle s'est vue, on l'a dit, par le fait que l'État a massivement réprimé les Kanaks qui étaient dans la rue et très peu les voisins vigilants, par le fait que le déploiement des forces de l'ordre s'est aussi s'est traduit en contrôle intempestif. En gros, que les quartiers populaires de Nouméa, très largement Kanak et océaniens, sont devenus des zones hostiles, comme l'a dit le haut-commissaire, qui parlait en mai de territoires à reconquérir, il parlait d'adversaires. Donc dans la bouche de l'État, c'est quand même très particulier, puisque face à lui, ces Kanaks indépendantistes, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des citoyens français. Donc il y avait vraiment la désignation
l'installation d'un ennemi de l'intérieur. Et ça, c'était une trace finalement de la portée du discours loyaliste. De la même façon, très rapidement, Sonia Backès et les leaders loyalistes ont dit cette violence a été préméditée, c'est un coup d'État manqué, a-t-elle dit, et donc il faut poursuivre les commanditaires des exactions. Et ce discours-là, qui est né dans le milieu politique loyaliste, en fait, il a infusé très vite, notamment au sein des représentants de l'État qui sont en Nouvelle-Calédonie, le procureur qui s'est mis justement à lancer la machine judiciaire, quoi. À tel point, donc, on en est venu à enfermer les responsables de la CCAT, les déporter en France, les mettre à l'isolement. Et il a fallu que les avocats aillent jusqu'à la Cour de cassation pour demander le dépaysement du dossier, en disant globalement que la justice de Nouméa était sous influence, parce que finalement, ce personnel de la justice en poste à Nouméa, il vit aussi dans ces quartiers blancs et riches, et ils vivent dans le même petit monde social, et qu'à certains égards, ils se tropicalisent, entre guillemets, à vitesse grand V. Et donc, le dossier a été transféré à Paris, et les juges d'instruction à Paris, après avoir repris l'ensemble du dossier, ont demandé la libération sous contrôle judiciaire de ces 7 détenus, et le parquet a fait appel. Et le parquet, n'est-ce pas, il est sous les ordres du ministre de la Justice, qui n'est autre que Gérald Darmanin. Donc on voit encore la proximité. Puis peut-être le dernier élément qui souligne ça, c'est que lorsqu'il y a eu ces dernières semaines des tentatives de reprise en main de la négociation politique par Manuel Valls, ministre de l'Outre-mer, qui a réussi à ramener tout le monde autour de la table. Finalement, dans l'ultime moment de négociation, les loyalistes se sont tournés vers Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin et Bruno Retailleau pour essayer d'isoler Manuel Valls à Paris. Et donc maintenant, le dossier est suspendu dans ces arcanes de la République. Donc ça souligne une fois de plus que dans toute cette histoire, l'État n'a pas joué le rôle d'impartialité auquel on aurait pu s'attendre s'il était resté fidèle à la lignée de Michel Rocard de 88, qui avait ramené la paix et ouvert un processus un peu inédit de décolonisation. Le parallèle avec l'Algérie, de toute façon, c'est un parallèle qui court depuis longtemps tout au fil de l'histoire coloniale, puisque ces 2 territoires ont la singularité d'avoir été les 2 colonies de peuplement françaises, où on se retrouve avec la coexistence dans un même territoire de 2 populations qui soit trouvent une solution pour vivre ensemble, soit s'entretuent, en gros. Et déjà, en fait, en 88, quand Rocard a signé avec Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur les accords de Matignon puis l'accord de Nouméa, c'était une volonté de sortir du scénario à l'algérienne, c'est-à-dire de conjuguer les légitimités, de trouver un terrain d'entente et d'imaginer une nouvelle forme de décolonisation plutôt que d'aller à l'affrontement mortifère. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a effectivement une radicalisation très forte qui se joue politiquement. D'abord, elle se joue dans les 2 camps. Mais ce qui est très frappant, c'est la façon dont les loyalistes radicaux, c'est-à-dire, c'est pas tous les anti-indépendantistes ou pas tous les non-indépendantistes, et elle est peut-être là la distinction. Il y a un groupe qui est celui des loyalistes Rassemblement Les Républicains, qui sont vraiment dans une dérive jusqu'au boutiste, qui est assez inquiétante, qui ont refusé la voie médiane qu'a proposé Manuel Valls dans le cadre des négociations, contrairement à un autre parti loyaliste plus modéré qui s'appelle Calédonie Ensemble, incarné par Philippe Gomès, qui lui disait il faut effectivement aller dans cette voie-là plutôt que dans la voie de l'affrontement binaire, d'autant que vu les équilibres de la population, on est à 50-50 globalement, entre Kanak et non-Kanak, on n'arrivera pas à trouver une issue militaire. Néanmoins, il y a une vraie inquiétude, notamment parce que ces collectifs de voisins vigilants certains d'entre eux se sont structurés dans un comité de résistance citoyenne. On se pose la question de leur armement ou pas. On se pose la question de la militarisation de ces logiques d'autodéfense. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça reste une inquiétude qui nécessitera que l'État de droit revienne, en fait, c'est-à-dire notamment que l'État puisse contrôler et surveiller à part égale, disons, les populations kanak et indépendantistes et puis les populations loyalistes. D'un autre côté, il y a
un certain nombre d'éléments qui me font dire que la situation n'est pas perdue d'avance, en ce sens qu'il y a de nombreuses personnes dans la population non kanak qui, au fil du temps, au fil des années, des décennies d'accords, et peut-être même après le 13 mai, ont compris la politique de la main tendue qu'avaient promu les Kanaks depuis les accords. Donc il y a l'espace d'un compromis, et cet espace perdure. Et il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça. Donc la première chose à noter de ce point de vue-là, c'est que les non-Kanaks, et notamment les Caldoches du nord de la Grande Terre, en dehors de Nouméa, ceux-là restent très proches des Kanaks. Et on a vu autant à partir de mai-juin que Nouméa a pris feu, parce que c'est le lieu de cristallisation des inégalités et de l'héritage colonial, mais que les zones de brousse, là où les gens s'étaient entretués il y a 40 ans, au contraire, sont restés calmes dans l'ensemble. Et il y a même eu plusieurs scènes de fraternisation interethnique où les Caldoches, pas forcément indépendantistes, mais sont venus voir les Kanaks sur les barrages de la CCAT en disant on est toujours ensemble, on forme toujours un peuple, on se projette toujours dans le destin commun et dans une émancipation partagée. Et cette idéologie, elle reste prégnante chez de nombreux non-Kanaks. C'est aussi à cause de ça, ou grâce à ça, que Emmanuel Tjibaou a été élu député dans une circonscription qui, normalement, est taillée sur mesure pour les loyalistes, qui est une circonscription ingagnable pour les indépendantistes. S'il a été élu en juillet, 2 mois après l'embrasement de Nouméa, en juillet 2024, c'est parce qu'il y a de nombreux non-Kanaks qui ont voté pour lui. Des gens qui, traditionnellement, n'étaient pas indépendantistes, mais qui ont été rebutés par le discours extrémiste, radical des loyalistes, et beaucoup plus attirés par le profil rassembleur d'Emmanuel Tjibaou, qui dit et répète que lui, l'indépendance des Kanaks tout seul, ça l'intéresse pas, que tout le monde est dans la même pirogue, et que autant les Kanaks ne renonceront jamais à leur indépendance, mais en même temps continuent d'inviter les autres à les rejoindre. Donc, politiquement, on ne sait pas vraiment, il y a une incertitude sur les effets du 13 mai. Maintenant, si les loyalistes sont minoritaires, ça n'empêche pas en soi les logiques de radicalisation violente. Et c'est là où l'État aura un rôle important à jouer, le premier étant de désarmer les gens dans ce pays. Parce qu'on l'a vu, à partir du 13 mai, si la Kanaky Nouvelle-Calédonie s'est embrasée et que le sang a coulé, c'est parce que les gens sont surarmés. Parce qu'il y a des pratiques de chasse extrêmement populaires, il y a des fusils, mais on a vu aussi des armes lourdes qui circulaient, notamment chez les personnes dans ces fameuses milices, etc., avec des points d'interrogation et des guillemets. Donc la première priorité de l'État, c'est de désarmer les gens et d'appliquer une justice et un ordre civil qui soit véritablement neutre, impartial et équitable pour rétablir la balance. Et derrière ça, on verra, mais je pense qu'il y a, à certains égards, c'est bientôt l'heure de vérité pour les non-Kanaks. C'est-à-dire, après les affrontements des années 80, Matignon en 88, Nouméa en 98, après le 13 mai 2024, est-ce que vous continuez à ne pas entendre la revendication kanak et à rester tourné vers Paris dans une logique de citadelle assiégée qui est finalement une logique coloniale, et à ce moment-là, le pays brûlera et brûlera encore, parce que la revendication indépendantiste, elle se transmet de génération en génération chez les Kanaks, on l'a vu là. Ou alors, est-ce que vous comprenez que la seule issue, c'est d'entendre la revendication kanak et de s'y associer ?